Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et aujourd'hui je fais une vidéo très courte pour que nous puissions parler d'un peu d'histoire qui va nous permettre de comprendre ce qui nous attend avec l'effondrement. Et je parle bien entendu de la chute de Rome. Alors oui, je sais, nous sommes 2000 ans plus tard et nous ne sommes pas attaqués militairement par des hordes de barbares. Donc oui, notre effondrement ne se produit pas comme l'Empire romain. Par contre, ce qui s'est passé pendant l'effondrement romain risque de nous arriver aussi. Alors remettons-nous dans le contexte. L'Empire romain, comme la France, a su unifier un vaste territoire et unifier divers peuples en un peuple. Ainsi, les Celtes, les Gaulois, les Grecs, certains Germains, etc. se sont romanisés et la culture romaine était au-dessus de toutes les petites cultures locales, qui acceptaient généralement bien la Pax Romana, soit la paix romaine. Comme en France, les Bretons, les Corses, les Occitans, les Lorrains, les Normands, les Gascons, les Basques et j'en passe, ont leur petite culture locale, mais acceptent généralement la culture française. Donc à la base, que ce soit dans l'Empire romain ou dans la France, comme il y avait un accord autour de la culture centrale, le système fonctionnait bien. Alors suite à divers problèmes, l'Empire romain, comme la France, a fait venir sur son sol des peuples qui ne sont pas pleinement assimilés, comme les Bretons ou les Normands ont fait en France. Alors Rome a fait venir ces barbares pour qu'ils se battent et repoussent les tribus germains qui attaquaient les frontières. Et la France a fait venir des personnes étrangères pour participer à l'économie par idéologie. On connaît tous la musique. Et dans les deux cas, ces nouveaux peuples n'ont pas accepté de jouer le jeu de l'assimilation. Ainsi, les Francs, les Lombards, les Visigoths ne se sont pas romanisés au début. Ils ont été civilisés, en effet, mais ils sont restés Francs, Visigoths et Lombards, etc. Comme chez nous, les personnes de l'immigration ont été touchées par la civilisation française et les coutumes françaises, néanmoins, beaucoup sont restés dans leur cœur des Algériens, des Marocains, des Africains, des bouddhistes norvégiens et bien d'autres encore, bien d'autres endroits. Donc à la base, la France et l'Empire romain ont fait la même chose, mais pour des raisons différentes. Alors ensuite, Rome a accordé des territoires à certains de ces barbares en échange de loyauté, sous forme de maintien de la paix. Et en France, on a fait pareil, en accordant des territoires à des factions religieuses ou mafieuses, donc que ces mafias puissent gagner leur vie avec la drogue et créer un écosystème financier sous le manteau hors du contrôle de l'État, et l'État leur a accordé cela en demandant en échange que ces factions maintiennent l'ordre et la paix sociale dans les banlieues et autres territoires qu'on nomme aujourd'hui les territoires perdus de la République. Là encore, la République française et l'Empire romain ont fait la même chose, toujours pour des raisons différentes, mais le résultat fut le même. L'autorité centrale recule et laisse du contrôle à des réseaux locaux contre des services de maintien de l'ordre et de la paix sociale. Et pour Rome et pour la France, l'immigration est open bar. Des milliers et des milliers d'étrangers venaient s'installer largement, légalement ou illégalement sur le sol national romain. Et pour nous en France, c'est la même chose. Et dans les deux cas, le pourcentage de locaux, donc des Romains d'origine et des Français d'origine, diminue par rapport au nombre d'étrangers. Et on vit, et pour Rome et pour la France, le même phénomène qu'on appelle aujourd'hui le grand remplacement. Cela a eu pour conséquence, du temps des Romains, une perte de la solidarité et de l'unité romaine, car de moins en moins de personnes se sentaient romains, donc de moins en moins de personnes se souciaient de l'intérêt supérieur de Rome et de la paix romaine. Tout comme en France, de moins en moins de personnes se sentent français dans l'âme et l'intérêt de la France chrétienne intéresse de moins en moins de personnes sur place. Donc on voit bien que ce qui s'est passé à Rome et chez nous aujourd'hui suivent exactement le même schéma. Donc on peut légitimement se poser la question, si on suit exactement le même schéma, va-t-on vers les mêmes conséquences? Et petite parenthèse, il y a une grande similarité, et c'est que l'Empire de Rome était très bureaucratique, comme la France l'est aujourd'hui aussi, et Rome et la France sont bien plus bureaucratiques et paperasserie, on va dire,
que les populations nouvelles qui s'installent. Et on peut même dire que le niveau de culture de Rome ainsi que le niveau de la France était largement supérieur à la culture et niveau artistique et littéraire des nouvelles populations sur place. Donc vous voyez que les similarités avec Rome commencent à s'accumuler. Et on peut dire que la situation de la France, on est à peu près, dans les grandes lignes, dans le même processus d'effondrement de l'Empire romain, pour parler ainsi. Et donc, la situation de l'Empire romain et de la France contemporaine sont très très similaires. Et regardons l'histoire maintenant pour voir comment la situation de Rome a évolué, pour essayer de voir quel chemin prend la France et pour deviner vers quoi on se dirige. Car, comme le disait Einstein, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc à partir de maintenant, je vais parler de l'histoire de Rome. Et oui, si on continue sur le même schéma, c'est la suite de la vidéo qui va se produire en France. Donc écoutez bien jusqu'au bout pour savoir où logiquement la France se dirige si rien ne change. Et j'en profite pour vous demander de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir, de laisser un pouce bleu. Voilà. Donc, comme je le disais, écoutez bien jusqu'au bout cette vidéo pour savoir où logiquement la France se dirige si rien ne change. Donc à partir de cette même situation, voilà ce qui s'est passé donc dans l'Empire romain. Commençons. Alors au sein de l'Empire, on a vu de plus en plus de territoires perdus, laissés aux barbares qui refusaient de plus en plus de vivre à la romaine et porter les habits de chez eux plutôt que de porter les habits normaux de Rome. Ceci se passe aussi chez nous en ce moment au passage. Bref, d'abord les barbares ont refusé les habits et les marques d'appartenance à la culture romaine, dont également le langage, parler barbare et non pas romain. Et ils ont ostentatoirement porté des habits de chez eux à Rome. Ensuite, les barbares ont refusé la complexité de la société et mode de vie romaine. Ainsi, ils ont simplifié la bureaucratie, ont fait justice soi-même, ils ont de plus en plus souvent refusé de manger à la romaine et ils ont mangé comme chez eux. Ils ont mangé halal barbare pour ainsi dire. Ensuite, ils ont édicté des lois à eux et à terme, des petits royaumes barbares officiels se sont créés au sein de l'Empire romain qui échappent de plus en plus à l'autorité centrale de Rome. Donc on peut dire que les Romains et les barbares étaient d'abord côte à côte, puis se sont retrouvés face à face. Et l'unité du territoire, la cohésion nationale a volé en éclats. Et en réponse, les Romains tout simplement ont construit des forts et des tours pour surveiller la progression des barbares, mais n'ont rien fait en fait pour les arrêter. Et n'ont fait en fait que reculer. Et à un moment, une fédération germanique menée par Youssouf, non, je plaisante, menée par le barbare Odoacre, a décidé que l'autorité de Rome était inutile, que leur culture et peuple contrôlaient réellement le territoire, et donc ces barbares ont marché sur Rome, comme certains pourraient marcher sur Paris, et ont déposé, on va dire par la violence, le dernier empereur Augustule, faisant chuter le dernier lien de l'unité nationale. Après cela, on a vu la naissance de Byzance, des royaumes francs, Visigoths, Burgondes et j'en passe, et toutes ces factions se sont fait la guerre pour le contrôle du territoire. Mais revenons vers Rome. Ok, une bande de barbares a pris le Sénat et a déposé l'empereur romain, créant, on va dire, une immense instabilité, et 2 ans après, on va dire, Odoacre s'est fait remplacer par la violence, par Mohamed, non, je plaisante, il s'est fait remplacer par Théodoric, qui a essayé de faire une sorte d'équilibre entre les barbares et les romains, mais ce qui a, on va dire, convaincu pas mal de bureaucrates romains à collaborer avec le barbare, malgré le remplacement de leurs valeurs et de leurs dieux, en grande partie, et Théodoric a continué la politique d'immigration de masse. Mais le barbare Théodoric avait peur des Romains, avait peur de la supériorité des Romains, donc a fait des lois anti-romaines, et son système centriste, en quelque sorte, n'a pas tenu longtemps. Ça s'est fait remplacer très vite par les Lombards, quand ils ont débarqué et tout cramé. Car dans une période d'effondrement, c'est en général le plus violent et le plus agressif qui gagne, et non le plus mesuré et le plus diplomate. Donc, petite leçon pour nous, si vous vous sentez l'âme d'un petit bureaucrate romain qui est prêt à collaborer dans l'espoir de ne pas trop en baver, dites-vous que vous risquez de manger sévère
quand la faction barbare la plus violente va débarquer et s'imposer de force. Et là, toute la complexité administrative et sociale romaine avait disparu complètement. Complètement disparu, et la période de guerre civile, de chaos, d'anarchie, et la période littéralement sans foi ni loi, commençait. Et quand on parle d'anarchie, on parle de la vraie anarchie, et non du rêve peace and love des bobos baba cool. Alors les Romains avaient un avantage pour préserver leur culture, leur langue orale et écrite, et c'était l'Église catholique, car les barbares étaient intéressés par l'or et le pouvoir politique. Donc à travers l'Église catholique, le latin et la culture romaine a non seulement perduré, mais l'Église a pu romaniser petit à petit les barbares germains et a créé des Clovis, des Charlemagne, etc. Alors qu'en France aujourd'hui, les barbares ne sont pas seulement intéressés par le pouvoir politique, mais sont aussi intéressés par convertir le territoire à leur foi, ce que les barbares du temps des Romains ne souhaitaient pas. Donc si on perd la bataille en France, il n'y aura pas une institution pour franciser, entre guillemets, les nouveaux barbares, car ceux d'aujourd'hui veulent détruire complètement notre culture et civilisation et la remplacer complètement par la leur. Et oui, je parle bien de fanatiques qui veulent cela, mais en période d'effondrement, ce n'est pas la masse mesurée qui commande, mais bien la minorité fanatique et extrémiste. Mais concrètement, comment les barbares du temps des Romains ont fait pour déromaniser le pays? Eh bien c'est très simple. Ils ont mis la pression sur la classe moyenne romaine en augmentant les taxes, en réquisitionnant des terres et des entreprises pour les donner à des barbares, ce qui a créé une nouvelle aristocratie militaire barbare qui vivait de leurs terres. Il faut savoir que l'Empire romain et la France contemporaine avaient une large classe moyenne qui finançait le pays. Vous voyez encore une similarité. Bref, et par l'action des barbares, on a vu la disparition de la classe bourgeoise et moyenne romaine en faveur d'une nouvelle classe dirigeante, militarisée, barbare, qui imposait sa volonté par la force et non par la loi, comme le faisait Rome et comme le fait la France. Vous savez, ce n'est pas pour rien que je parle de factions combattantes, de ma vision de la France post-collapse. Bref, après le collapse, comme à Rome, on verra la disparition du concept de la loi qui vous protège, et vous serez mis au travail par votre seigneur local. Dites-vous qu'à Rome, comme en France, les citoyens sont égaux, encore une ressemblance. Et après le passage des barbares, il n'y avait plus de droit ou d'égalité. Les Romains étaient devenus des serfs. Ils avaient perdu, on va dire, leur liberté. Et s'ils parlaient de liberté, d'égalité ou de droit de citoyen, la seule réponse qu'ils recevaient était une grosse hache de barbare en pleine fif, et l'affaire était réglée. Les Romains ont connu l'ensauvagement et la perte de leurs droits. D'ailleurs, les Lombards ont réintroduit l'esclavagisme, et il n'est pas impossible que les nouveaux barbares vont soumettre les dhimmi, les mécréants, les priver de droits et leur imposer des châtiments corporels violents, comme les Lombards l'ont fait subir aux Romains. Et là, on parle de castration, de coupage de nez, de viol de femmes, de coupe d'oreilles et de doigts, de yeux crevés, bref, un autel dressé au culte de la barbarie, pour citer Camelot. Bref, rien n'était trop horrible pour humilier et réduire les anciens maîtres, les anciens colonisateurs, les anciens conquérants. Les barbares avaient des complexes d'infériorité à gérer. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Pendant que les barbares réduisaient, on va dire, les conditions de vie et humaines des Romains, ils se battaient entre eux. Les factions barbares s'affrontaient pour le pouvoir et le contrôle de richesses. Et ça a conduit à des morts en masse, à des villes et des campagnes en feu, à la destruction de tout commerce. La main-d'œuvre agricole était devenue rare, les famines et les épidémies se multipliaient. Les survivants de l'effondrement de Rome se réfugièrent dans des villages fortifiés, à la campagne, pour survivre. La monnaie avait complètement disparu avec le commerce. Les seuls échanges, en fait, étaient du troc de nourriture. La vie était redevenue locale et l'économie était devenue primitive et archi simple. Les routes ont commencé à se détériorer, les ponts ont s'effondré par manque de moyens pour les entretenir. Les relais entre les villes et villages ont cessé d'exister, rendant tout voyage lent et très dangereux. Les émeutes de la faim ont brûlé les dernières villes et les survivants ont fui les villes. Ainsi, Rome est passée d'une ville d'1 million d'habitants à peine 30 000 habitants. Le désordre et le chaos régnaient partout. Ce fut horrible. Les artisans et ouvriers qualifiés furent réduits en esclavage par les diverses factions lombards
et les diverses factions wisigoths qui se faisaient la guerre de manière continue. Voilà ce qui nous attend avec l'effondrement, une très forte réduction de nos conditions de vie, et on va être plongé dans un véritable enfer qui va durer très longtemps. Mais il n'y a pas de fatalité. La France, contrairement à Rome, est consacrée à la Vierge de Boulogne, et la France n'a jamais été vaincue de manière civilisationnelle, et c'est pourquoi le destin nous offre des canaux de sauvetage où nous pouvons survivre à la française et reconstruire. Et le projet du royaume est un de ces canaux de sauvetage français. Donc rejoindre le royaume maintenant fait sens. Si on veut survivre aux horreurs et à la barbarie, il faut se construire des forts, un réseau solide. Il faut qu'on soit nombreux et qu'on soit organisé pour pouvoir survivre à l'effondrement et pouvoir repousser les hordes de barbares qui voudront faire du mal à nos enfants. Et c'est possible, on peut y arriver. Moi j'y travaille jour et nuit, mais seul je n'y arriverai pas. J'ai besoin de vous, et sans vous, le projet ne sera pas prêt, ni opérationnel, on va dire, pour affronter l'effondrement. Donc en rejoignant le royaume, ce n'est pas seulement vous et votre famille que vous allez mettre à l'abri et en sécurité. C'est aussi un petit morceau de la France que vous amenez avec vous dans vos bagages. C'est un petit morceau de cette belle France qu'on aime et que vous mettez à l'abri derrière les murs du royaume. Et si assez de personnes viennent avec un petit morceau de France, on sera capable de se reconstruire une petite France et de survivre pour des générations et des générations à venir, malgré le grand collapse qui vient. Et nos arrière-petits-enfants seront toujours des Français, parleront toujours français, diront des gros mots en français et se disputeront pour savoir si Napoléon ou Charlemagne était le plus grand conquérant de France. Nous ne pouvons pas sauver la France de l'immense effondrement. Mais nous pouvons sauver un peu de la France comme une graine d'un vieil arbre millénaire mourant, et plantons cette graine qui sera notre héritage qu'on aura sauvé. Et regardons grandir un nouvel arbre millénaire et transmettons-la aux générations futures. Voilà ce qu'est le royaume. Voilà, donc sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire, comme toujours, préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!